Une fiancée noire par correspondance a été rejetée à cause de sa couleur de peau, jusqu'à ce qu'un fermier millionnaire la voie et la considère comme sa femme idéale. Vous êtes Amara Wilson. L'homme déglutit, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme en plein jour. Ça ne marchera pas. Vous n'avez pas mentionné que vous étiez noir. Amara termina la phrase que Harold Pierce ne parvenait pas à prononcer, le cœur brisé, debout sur le quai de la gare, le chapeau délicat qu'elle avait acheté spécialement pour cette occasion lui semblant désormais ridicule au milieu de toute cette humiliation. 3 semaines de voyage. 6 mois de lettres passionnées. Un coffre rempli d'espoir et la promesse d'un nouveau départ loin de la discrimination de la grande ville. Tout cela s'écroula en quelques secondes lorsqu'Harold posa enfin les yeux sur elle. « Dans tes lettres, tu écrivais si bien. J'avais imaginé. » balbutia-t-il en reculant d'un pas, le bouquet de fleurs fanées se flétrissant visiblement dans sa main moite. « Tu n'aurais pas pu me prévenir ?» Amara prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de dignité qui lui restait. « Me prévenir de quoi, exactement ? Que j'ai la peau aussi noire que la nuit, mais des sentiments aussi réels que les tiens. Tu ne m'as jamais posé la question. » Harold regarda nerveusement autour de lui, remarquant les regards curieux des passagers et des employés de la gare. Dans la petite ville de Riverbrook, une femme noire bien habillée attirait déjà l'attention. Une femme noire rejetée publiquement par un homme blanc créait un spectacle irrésistible. « Tu dois comprendre ma position. La communauté ici, mes affaires. » murmura-t-il en reculant d'un pas. « Je peux te payer ton billet de retour. Tu sembles éduqué, je suis sûr que tu comprendras. » Amara sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de tristesse, mais d'une colère contenue qui bouillonnait silencieusement. Dans ses lettres, Harold avait parlé du cœur solitaire d'un veuf de 45 ans qui aspirait à de la compagnie, de la compréhension et à une nouvelle chance en amour. À aucun moment, il n'avait mentionné que ce cœur avait des critères de couleur. « J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, » dit-elle, la voix ferme malgré ses tremblements intérieurs. « Je n'ai nulle part où aller. » Harold plongea la main dans sa poche et en sortit quelques billets froissés. « Cela devrait vous permettre de vous loger pendant quelques jours, le temps que vous régliez votre situation. » C'est alors qu'une voix grave fendit l'air tendu comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. « C'est ça votre solution, Pierce ? Jeter de l'argent sur le problème et espérer qu'il disparaisse, comme d'habitude ?» Un homme grand apparut derrière Harold, ses yeux perçants fixés sur le commerçant qui semblait désormais rapetissé. Il était vêtu de vêtements simples mais visiblement coûteux, le genre de simplicité que seuls les véritables riches peuvent se permettre d'afficher. Son visage bronzé par le soleil trahissait une vie passée en plein air, mais son attitude dégageait une autorité incontestable. « Cela ne vous regarde pas, Maxwell, » répondit Harold, mais sa voix trahissait son incertitude. « Cela me regarde quand je vois un homme que je connais depuis 15 ans se comporter comme un lâche. » L'homme appelé Maxwell se tourna vers Amara, son regard s'adoucissant légèrement. « Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Alexander Maxwell. Je possède une propriété à l'extérieur de la ville. » Amara acquiesça d'un signe de tête, méfiante. Par expérience, elle savait que la gentillesse des étrangers avait souvent un prix caché. « Si vous me permettez cette audace, » continua Alexander, « je vous offre l'hospitalité chez moi jusqu'à ce que vous décidiez de la suite. Nous avons des chambres d'amis rarement utilisées, et ma gouvernante serait ravie d'avoir de la compagnie. » Harold s'étouffa visiblement à cette proposition. « Maxwell, vous n'êtes pas sérieux. Que diront les gens ?» Alexander sourit, un sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. « Les mêmes personnes qui font affaire avec moi tous les jours ? Les mêmes personnes qui dépendent de mes terres pour leur subsistance ? Je suis curieux d'entendre ce qu'elles diraient. » Harold pâlit encore plus, comprenant le message implicite. Alexander Maxwell n'était pas seulement un fermier, il était le fermier, propriétaire de la moitié des terres productives de la région. Ce que personne dans cette gare ne pouvait deviner, c'était que tandis qu'Amara hésitait entre sa fierté blessée et la nécessité pratique, elle transportait avec elle non seulement un coffre de vêtements, mais aussi un secret qui allait changer à jamais l'équilibre des pouvoirs dans cette petite communauté. Un secret qui ferait regretter amèrement à Harold Pierce le jour où il avait décidé que la couleur de la peau déterminait la valeur d'une personne. Si cette histoire de préjugés et de dignité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un rejet humiliant allait devenir le catalyseur d'un revirement que personne n'oublierait jamais. La propriété Maxwell n'était pas seulement une « ferme à la périphérie », comme son propriétaire l'avait modestement décrite. C'était un imposant manoir victorien entouré d'hectares de plantations prospères et de pâturages verdoyants où paissaient tranquillement des chevaux de race pure. Lorsque la calèche d'Alexander franchit les portes ornées, Amara se sentit à la fois impressionnée et méfiante.
Les gens d'ici ne sont pas habitués aux différences, expliqua Alexander en montrant la maison principale. Riverbrook a été fondée par des familles traditionnelles qui restent commodément ancrées dans le passé. Harold Pierce n'est que le symptôme d'un mal plus profond. La gouvernante, Madame Foster, une femme d'âge moyen aux yeux doux et à la posture rigide, accueillit Amara avec une courtoisie professionnelle. Si elle était surprise par la présence d'une invitée noire, elle ne le montra pas. « J'ai préparé la chambre bleue, celle qui offre la meilleure vue sur le jardin, » dit-elle en conduisant Amara à travers des couloirs décorés de tableaux et d'antiquités d'une valeur inestimable. Au dîner ce soir-là, servi dans l'imposante salle à manger, Alexander raconta son histoire. Fils d'un banquier du Nord et d'une enseignante qui avait embrassé la cause abolitionniste, il avait hérité non seulement d'une fortune, mais aussi de principes rigides en matière d'égalité. Lorsqu'il s'était installé à Riverbrook 15 ans plus tôt, il était considéré comme un excentrique. Trop riche pour être ostracisé, mais trop différent pour être complètement accepté. « Et quelle est votre histoire, mademoiselle Wilson » demanda-t-il enfin, après avoir décrit les affaires qu'il dirigeait. « Vos lettres ont dû impressionner Harold pour qu'il vous invite de manière aussi formelle. » Amara hésita, mais quelque chose dans la franchise d'Alexander lui inspirait confiance. « Je suis enseignante. J'étais enseignante à Boston. J'enseignais la littérature et l'histoire dans une école pour filles de couleur. Lorsque l'école a fermé par manque de fonds, j'ai réalisé que je devais recommencer ailleurs. » Ce qu'Amara ne mentionna pas, c'était la véritable raison derrière ces lettres. L'héritage inattendu de son grand-père, un homme qui avait passé toute sa vie comme majordome dans une famille riche. Un héritage qui comprenait non seulement des pièces d'or soigneusement économisées, mais aussi des documents anciens qui pourraient changer le destin de certaines terres dans la région de Riverbrook. Des documents qu'elle cachait dans un faux fond de son coffre. Au cours des jours suivants, Alexander offrit à Amara quelque chose de rare, un espace pour réfléchir. La bibliothèque du manoir était un trésor de connaissances, et elle se plongea dans des livres sur l'histoire, la géographie et les lois de la région. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses centres d'intérêt, elle se contentait de sourire et de répondre qu'elle élargissait ses horizons. Une semaine après son arrivée, la nouvelle de sa présence s'était répandue dans la petite ville. Les visites au manoir Maxwell se multiplièrent soudainement. Voisins curieux, épouses de commerçants, même le révérend local, tous se souvenant soudainement d'affaires urgentes à régler avec Alexander. « Regardez ça » murmura Alexander pendant le thé, après le départ d'une délégation particulièrement ostensible. « Vous êtes devenu l'attraction locale sans même avoir mis les pieds en ville. » Amara sourit amèrement. « J'ai toujours été une attraction, monsieur Maxwell. La différence, c'est que maintenant, j'ai une tasse de thé en porcelaine à la main pendant qu'on m'observe. » C'est lors d'une de ces visites que Harold Pierce trouva enfin le courage de se présenter. Il arriva sans prévenir, son chapeau à la main, le visage masqué par une fausse inquiétude. « Maxwell, dit-il nerveusement, je suis venu voir si mademoiselle Wilson était à l'aise. »« Absolument ravi, » répondit sèchement Alexander. « Pourquoi ne lui demandez-vous pas en personne ?» Le visage d'Harold pâlit lorsqu'Amara entra dans la pièce, vêtue d'une des robes élégantes que Madame Foster avait retouchées pour elle. Elle n'était plus la femme épuisée et humiliée de la gare, mais une dame qui se déplaçait avec assurance et détermination. « Monsieur Pierce, dit-elle d'un ton froid et étudié. Quelle surprise inattendue. Mademoiselle Wilson. » Harold tripota son chapeau entre ses mains. « Je suis venu, la communauté est inquiète. Pour mon bien-être, c'est très gentil de leur part. Pour votre situation. » Harold jeta un coup d'œil à Alexander. Il n'est pas convenable qu'une femme célibataire reste dans la résidence d'un homme célibataire, surtout quand elle est noire, compléta Alexander, d'une voix dangereusement douce. Continuez, Pierce. Je suis curieux d'entendre comment vous comptez terminer cette phrase. Harold déglutit. Le comité de l'Église envisage différentes options pour vous aider à retourner à Boston. Une collecte est en cours d'organisation. Amara sourit, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est très généreux. Mais j'ai bien peur que mes plans aient changé. J'ai l'intention de rester à Riverbrook pour une durée indéterminée. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. C'est impossible. Vous ne connaissez personne ici, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de famille. J'ai un emploi, répondit calmement Amara. Monsieur Maxwell m'a gentiment offert le poste de bibliothécaire dans sa propriété. Apparemment, des générations de Maxwell ont accumulé des livres sans jamais les classer correctement. Harold regarda Alexander avec un mélange de choc et de colère mal contenue. Tu ne peux pas être sérieux. Alexander haussa les épaules. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mademoiselle Wilson est polie et compétente.
Ma bibliothèque n'a jamais été entre de meilleures mains. Ce qu'Harold ne comprenait pas, alors qu'il s'efforçait de protester de plus en plus faiblement, c'était la véritable signification de ce travail. La bibliothèque Maxwell ne contenait pas seulement des classiques de la littérature, elle abritait également des registres fonciers, des documents juridiques et l'histoire complète de la région, y compris des détails que de nombreuses familles traditionnelles auraient préféré garder secrets. Lorsqu'Harold finit par partir, vaincu et furieux, Alexander le regarda par la fenêtre tandis qu'il traversait le jardin à grands pas. « Il va essayer de vous rendre la vie difficile », commenta-t-il. « La petite humiliation que vous avez infligée à son ego aujourd'hui ne sera pas oubliée. » Amara acquiesça, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Laisse-le essayer. Pendant qu'il s'occupe à répandre des rumeurs mesquines, je creuserai beaucoup plus profondément qu'il ne l'aurait jamais imaginé. » Ce que Harold Pierce ne pouvait pas savoir, ce que personne à Riverbrook ne pouvait deviner, c'était que les heures qu'Amara passait à la bibliothèque avaient un but bien précis. Entre les documents jaunis et les registres poussiéreux, elle commençait à assembler les pièces d'un puzzle qui révélerait une vérité dérangeante. Les traditionnelles familles fondatrices de Riverbrook, y compris les Pierce, avaient bâti leur fortune sur des terres qui ne leur appartenaient pas légitimement. Et tandis que la société locale s'agitait à propos de la femme de couleur hébergée dans le manoir Maxwell, Amara préparait silencieusement le terrain pour une révélation qui allait ébranler les fondations de cette communauté jusqu'à son cœur même. 2 semaines plus tard, la petite salle de la mairie de Riverbrook était bondée. Un appel d'urgence avait rassemblé les familles fondatrices, les commerçants locaux et les fermiers de la région. Au centre de l'agitation, Harold Pierce gesticulait furieusement, le visage rouge d'indignation. « C'est un scandale. Maxwell défie ouvertement nos traditions en gardant cette femme sur sa propriété. Les familles respectables s'inquiètent des rumeurs de comportements inappropriés. » Alors que des murmures d'approbation parcouraient la salle, les portes s'ouvrirent. Alexander Maxwell entra calmement, suivi d'Amara Wilson, qui marchait avec la dignité d'une reine. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. « Je vous remercie de m'avoir invité », dit Alexander d'une voix ferme qui résonna dans toute la salle. « Cependant, je dois rectifier un malentendu. Mademoiselle Wilson n'est pas ici en tant qu'invitée, mais en tant que représentante légale d'une affaire qui vous concerne tous profondément. » Harold rit nerveusement. « Représentante légale? Une femme de couleur sans aucune formation ni autorité? Maxwell, avez-vous complètement perdu la tête ?» Amara ouvrit méthodiquement son dossier. « En fait, Monsieur Pierce, en plus d'être enseignante diplômée, j'ai une procuration légale en tant que descendante directe de Joseph Freeman. » Ce nom tomba comme un coup de tonnerre dans la salle silencieuse. Les visages les plus âgés pâlirent visiblement. « Joseph Freeman n'existe pas, » rétorqua rapidement Harold. « C'est une légende urbaine. »« Curieux, » répondit Amara en sortant des documents jaunis de son porte-documents. « Parce que j'ai ici le titre de propriété original signé par le gouverneur en 1866, accordant à Joseph Freeman, mon arrière-grand-père et homme affranchi après la guerre civile, les terres qui constituent aujourd'hui environ 60% de Riverbrook, y compris votre magasin, Monsieur Pierce. » Le juge Thornton ajusta ses lunettes pour examiner les documents qu'Amara lui présentait. « Cela semble authentique. »« C'est un faux, » s'écria Harold, mais sa voix tremblait. « Les documents complémentaires sont ici, » continua Amara, imperturbable. Y comprit le récit de la façon dont Joseph Freeman a été contraint de fuir après avoir été victime de tentatives de lynchage en 1870, et comment les familles fondatrices se sont partagées ces terres, formant ce qu'elles ont appelé le comité de propriété de Riverbrook. Alexander prit alors la parole. La bibliothèque Maxwell conserve des copies de tous les registres fonciers de la région. Curieux que la session spécifique de 1870 à 1872 ait disparu, jusqu'à ce que mademoiselle Wilson trouve des références croisées dans d'autres documents. Le révérend Miller, un homme âgé, baissa la tête. Mon père mentionnait cette histoire. Il disait que c'était un péché profondément enfoui. Nous ne sommes pas ici pour punir les descendants pour les péchés de leurs ancêtres, déclara Amara. Je propose un accord. La création d'une fondation communautaire qui profitera à tous les citoyens de Riverbrook, en particulier pour l'éducation et le logement abordable. Harold Pierce rit nerveusement. C'est absurde. Personne ne croira à cette mascarade. C'est alors que l'avocat Jeffrey, représentant légal respecté dans 3 États, entra dans la salle. Les documents ont été vérifiés par la Commission d'État des archives historiques. Ils sont authentiques. Et j'ai le plaisir de vous informer que la procédure a déjà été officiellement enregistrée. La salle explosa de voix s'élevant dans tous les sens. Au milieu de la confusion, Harold s'avança furieusement vers Amara. «
Vous avez planifié cela depuis le début, siffla-t-il. C'est ce que vous cachiez dans vos lettres. Amara resta calme. Non, monsieur Pierce. Dans mes lettres, j'étais juste une femme seule en quête de compagnie. C'est votre rejet immédiat, lorsque vous m'avez vu, qui m'a fait comprendre quel genre d'homme vous étiez vraiment. Le genre d'homme qui jugerait mon arrière-grand-père pour la même raison que vous m'avez jugé, uniquement à cause de la couleur de notre peau. Vous allez nous ruiner, murmura-t-il, pâle. Non, répondit-elle doucement. Je vais réparer une injustice historique, de la manière la plus juste possible pour tout le monde. La différence entre nous, monsieur Pierce, c'est que j'ai été victime de discrimination toute ma vie et que pourtant, je ne souhaite à personne de perdre son foyer, pas même à vous. Tandis qu'Harold Pierce s'effondrait sur une chaise, vaincu, le conseil municipal se retira pour délibérer sur la proposition d'Amara. Alexander s'approcha d'elle, l'admiration se lisant clairement dans son regard. « Vous auriez pu tout exiger, dit-il à voix basse. Et devenir comme ceux qui ont volé mon arrière-grand-père, répondit-elle. La justice n'est pas une vengeance, Alexander. C'est une restauration. Ce que personne dans cette salle ne pouvait imaginer, en observant cette femme qu'ils avaient rejetée et sous-estimée, c'était que la véritable transformation de Riverbrook ne faisait que commencer. Le message qui résonnerait dans les couloirs du pouvoir pour les générations à venir ne serait pas celui d'une femme venue pour détruire, mais celui d'une femme qui, même blessée, avait choisi de reconstruire avec dignité et vision. Et tandis qu'Harold Pierce faisait face à la ruine de sa réputation, Amara Wilson et Alexander Maxwell échangèrent un regard qui contenait des promesses bien au-delà des terres et des documents, un regard qui parlait d'un avenir où l'appartenance ne serait plus une question de couleur, mais de caractère. 6 mois après cette réunion historique à la mairie, Riverbrook avait changé. La Fondation Freeman, créée grâce aux fonds récupérés à la suite de cette injustice historique, finançait déjà des bourses d'études pour les jeunes défavorisés et des projets d'amélioration communautaire. Au cœur de cette transformation se trouvait Amara, non pas comme une figure vengeresse, mais comme une visionnaire qui voyait au-delà de la douleur. L'ancienne boutique de Harold Pierce abritait désormais la première bibliothèque publique de Riverbrook, un lieu où, ironiquement, les histoires oubliées pouvaient enfin être racontées. Harold lui-même avait quitté la ville quelques semaines après les révélations, vendant ses propriétés pour une fraction de leur valeur et partant sans dire au revoir. La rumeur disait qu'il travaillait comme commis dans une ville voisine, son orgueil aussi réduit que son compte en banque. « Tu aurais pu le détruire complètement », commenta Alexander un après-midi d'automne alors qu'il se promenait dans les jardins de sa propriété, désormais partiellement converti en centre culturel. La plupart des gens auraient exigé jusqu'au dernier centime. Amara sourit en regardant les enfants jouer sur les pelouses, qui étaient autrefois le territoire exclusif de l'élite. La vengeance m'aurait donné satisfaction pendant un jour. Ceci, dit-elle en montrant l'espace autour d'elle, nous donnera satisfaction pendant des générations. La nouvelle de l'héritière Freeman s'était répandue au-delà de Riverbrook, attirant des journalistes et des historiens intéressés par la documentation de cas similaires d'injustice territoriale historique. Amara a été invitée à donner des conférences dans des universités, partageant non seulement son histoire personnelle, mais aussi la méthodologie juridique qu'elle avait utilisée pour rétablir la vérité. Lors d'un dîner commémoratif dans le salon principal du manoir Maxwell, désormais officiellement baptisé Maison Freeman Maxwell, après le mariage discret de ses propriétaires, le juge Thornton leva son verre pour porter un toast inattendu. À la femme qui nous a appris que la justice n'est pas seulement un concept juridique, mais une pratique quotidienne, déclara-t-il, la voix étranglée par une émotion sincère. Quand Amara est arrivée dans notre ville, nous pensions savoir exactement qui elle était, uniquement sur la base de son apparence. Quelles leçons humiliantes et nécessaires nous avons apprises. À ses côtés, Martha Webb, désormais directrice de la nouvelle école communautaire, acquiesça vigoureusement. Et dire que tout a commencé par un rejet cruel à la gare. Alexander a pris la main d'Amara entre les siennes. La meilleure décision qu'Harold Pierce ait jamais prise a été de te rejeter, a-t-il murmuré avec un sourire. Même si je doute qu'il soit d'accord. Sur l'ancienne place centrale, où seules les familles traditionnelles étaient autrefois célébrées, un nouveau monument avait été érigé. Non pas une statue grandiose, mais une simple plaque de bronze racontant l'histoire de Joseph Freeman et comment sa terre injustement confisquée avait finalement retrouvé sa vocation première, celle de servir toute la communauté. Alors que la nuit tombait sur Riverbrook, Amara regardait les lumières de la ville depuis sa nouvelle véranda. Elle était arrivée comme une étrangère rejetée, une femme noire jugée indigne d'appartenir à cette communauté. Aujourd'hui, elle était non seulement acceptée, mais respectée, non pas pour s'être pliée aux attentes des autres, mais pour être restée fidèle à ses principes. Quand Alexander la rejoignit avec 2 tasses de thé, Amara réfléchit au chemin qui les avait menés jusqu'ici. « Tu sais ce qui est le plus ironique » dit-elle.
Harold m'a rejeté parce qu'il ne pouvait pas imaginer partager sa vie avec quelqu'un qui ne correspondait pas à sa vision étroite du monde. Au final, c'est exactement ce qui l'a détruit. Alors que vous avez prospéré précisément grâce à ce qu'il méprisait. Votre force, votre histoire, votre vérité, a ajouté Alexander. La leçon que Riverbrook a apprise, et qui allait résonner pendant des générations, était simple mais profonde. Lorsque nous jugeons quelqu'un sur des caractéristiques superficielles, non seulement nous nions son humanité, mais nous nous privons également de la valeur extraordinaire qu'il pourrait apporter à notre vie. Et tandis qu'Amara Wilson Maxwell regardait la lune se lever sur la ville qu'il avait autrefois rejetée, elle savait que la véritable vengeance n'avait jamais été de punir Harold Pierce. Il s'agissait de construire quelque chose d'aussi beau, juste et durable que son rejet ne serait plus qu'une note de bas de page dans l'histoire beaucoup plus grande qui était en train d'être écrite. Si cette histoire sur le dépassement des préjugés et la justice obtenue avec dignité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui nous rappellent que nos différences ne sont pas des obstacles, mais des sources de force qui peuvent transformer des communautés entières.